Nous sommes devenus des locataires de notre pays dont nous devons être propriétaires. Le Cercle du Marronnage rend hommage à José Toribio par la voix de Fantaka, militante de MIR France, Mouvement international pour les réparations. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous perdons nos terres, nous perdons nos plages, nous perdons nos entreprises. Nous n'avons presque plus rien. Et récemment encore, nous sommes en train de perdre tout le domaine de la santé. Savez-vous qu'il y a des entreprises capitalistes, impérialistes, venues d'ailleurs, qui sont en train de prendre les actions des cliniques privées de la Guadeloupe, portées pourtant assez longtemps par des Guadeloupéens. Nous sommes devenus des locataires de notre pays dont nous devons être propriétaires. José Toribio, c'est l'archétype de l'humaniste. Son but, c'est la libération de l'humain avec un grand H. Libération mentale et libération économique, bien entendu. Sur ce dernier volet, pour prendre une illustration concrète qui peut parler à ses compatriotes de la Caraïbe, il a par exemple lutté pour que les associations puissent avoir des activités économiques pour s'autofinancer. Ceci partant du constat que l'écrasante majorité de la population n'avait pas les moyens de créer des sociétés, et sachant que ce déficit de moyens est un héritage direct de l'esclavage. Et l'impératif, l'urgence, face à ce qu'il faut bien appeler un océan de misère au plan matériel, c'était que les gens puissent générer de la richesse, non seulement pour vivre, bien entendu, mais également pour défendre leur culture en toute indépendance. Ce qui n'est évidemment pas le cas de ceux dont la vie est totalement rythmée par le remplissage de dossiers de demande de subvention. Donc j'ai parlé de libération mentale et de libération économique, et c'est en cela que la rencontre entre José Toribio et l'héritage de la grande initiation africaine était quelque part inéluctable. Cette grande initiation, ce que j'appelle cette grande initiation, qui se décline dans une infinité de formes à travers le temps et à travers l'espace, c'est ce qu'on désigne aujourd'hui sous le nom générique de Ubuntu, c'est-à-dire le fait de parvenir au stade où on est capable de se reconnaître dans l'autre et de sentir intimement que nous sommes tous les parties d'un seul tout. Et c'est tout le sens de l'enseignement fondamental africain qui d'ailleurs prend en support l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui nous permet au grand jour de percevoir la vibration unique, mais scindée dans ses différents moments en quelque sorte. D'où les différentes couleurs que tout un chacun peut percevoir. Donc une vibration qui d'un coup est découpée. Dans le mandingue, on parle de mamurba, c'est-à-dire le grand couteau, le couteau mère, qui permet à tout à chacun de voir la multiplicité dans l'unicité. Si on repart sur le plan humaniste, si vous voulez, c'est le tout monde c'est moun des gens des Antilles, et ce n'est évidemment pas un fait du hasard si le poinçon du cercle du marronnage, qui vise à s'adresser directement à ceux de notre génération qui sont en lutte, eh bien si ce poinçon renvoie, partant de la source de l'héritage au centre, la plume et son tournoiement, à deux temps politiques phares qui façonnent notre présent et qui nous indiquent la direction, en l'occurrence, pour le plus récent, en 1791, Bois Caïman, qui va donc inscrire la réinstitutionnalisation sur cette planète, dans notre temps à nous, de l'universalisme des droits humains. Et ça sera acté en droit international au milieu du XXe siècle lors de la création des Nations Unies. Et l'autre événement phare, c'est 5 siècles avant Bois Caïman, la création de l'État du Mali
et l'intronisation en 1222, là, au moment du passage de la comète de Halley, de Sundiata. Sundiata, à qui ses pères vont alors faire injonction de prendre le grand héritage, de revenir au grand héritage, Keta. Qui, d'ailleurs, ça en a fait un nom d'humain, quoi, un anthroponyme, et même un nom clanique, qui va d'ailleurs à ce moment-là se substituer à son nom qui était Konaté. Or, qu'est-ce qui fait en fait, parlant donc de ce moment historique du Mali, qu'est-ce qui fait la spécificité de Magan Sundiata, qu'on appelle aussi Marijata, ce lion quoi, qui est chéri parmi tous les autres, et dont la mandature d'ailleurs est gravée dans l'histoire par l'adoption en salutation usuelle de le bonheur seulement, Here, Heredoro, c'est-à-dire Here, qui, je m'adresse aux gens qui parlent peu, au Halpularen, Here qui renvoie à Hore, et si je m'adresse aux égyptologues, qui renvoie à Horus. Je vous rappelle que les autres groupes, au même moment, et pour beaucoup jusqu'à aujourd'hui, en sont au stade antérieur. On ne parle pas de bonheur, on parle simplement de paix. Salam, Jamtan. Donc, quelle est donc la fondation de ce bonheur qu'on rattache à Sundiata qui va être proclamé et loué dans tant de chants? Eh bien, c'est en fait le serment constitutif de cet État qui perçoit l'esclavage en sacrilège de l'humain contre l'humain, c'est-à-dire contre lui-même. Et c'est la culture de cet État qui va porter au pinacle le travail agricole comme meilleure prévention contre les famines et donc contre le cortège d'exactions que génèrent les famines. Cette culture-là du travail et du travail agricole s'incarne dans le masque Chiwara. Et que dit en fait en substance ce serment constitutif de l'État du Mali? Il dit que toute vie est une vie, que l'esclavage et la famine sont les deux calamités absolues, que l'âme vit de trois choses, à défaut desquelles elle s'étiole: dire ce qu'elle a envie de dire, aller où elle a envie d'aller, faire ce qu'elle a envie de faire, et que s'en prendre gratuitement à son voisin est une abomination, et que tout tort commis ouvre droit et devoir de réparation pour être éteint. Bien cette chanson. Moi, je sais d'où elle vient. Elle vient d'une nuit que j'ai passée, c'était d'un vendredi à un samedi, avec Patrick Satellois. C'était en novembre 1997. Et au 29 septembre, je venais de déposer à l'ONU la première requête sur la planète qu'on faisait pour faire condamner l'esclavage comme crime contre l'humanité. Et en exposant le contenu de cette requête à Patrick Satellois, des larmes lui sont venues aux yeux. Et cette chanson est née ce soir-là. Cette requête provient de l'intérieur même d'un des principaux États esclavagistes, la France. C'est José Toribio, maire de Guadeloupe, qui a entrepris une mobilisation des maires des colonies françaises à esclaves de la Caraïbe et de l'océan Indien, et qui a saisi Kofi Annan au secrétariat de l'ONU. Il l'a saisi d'une requête. Et l'étape suivante dans ces cas-là, il appartient aux États du groupe africain aux Nations Unies d'instituer dans le système onusien cette requête en la transformant en un texte de résolution à faire adopter par l'Assemblée générale des États. Donc ça, à la feuille de route. Et dernier point, en décembre 1997, l'Assemblée générale de l'ONU, tout ça, ça n'a pas été simple, hein, il y a des combats derrière, a voté la tenue d'une 3e conférence mondiale contre le racisme. L'Occident ne voulait pas, évidemment. Hein. Il disait l'apartheid est fini, pourquoi vous ramenez ça encore sur la table? Mais voilà, le vote l'a emporté et cette conférence va se tenir en Afrique du Sud, où a sévi l'apartheid que l'ONU avait juridiquement qualifié de crime contre l'humanité. Donc, une conférence mondiale pour entrer en fait dans le nouveau millénaire avec une vision partagée et un plan d'action qui soit clair. Et il importe de savoir
que parmi ceux qui vont imaginer promouvoir cette conférence, beaucoup, primo, adhèrent au paradigme de l'Ubuntu, c'est-à-dire je suis parce que tu es, on est tous une facette de la cristallisation d'une énergie unique. Secondo, beaucoup ont en tête la rétrocession de leur voix aux victimes, les victimes qui ont été trop longtemps réduites au silence, non pas seulement par leurs bourreaux, mais aussi par ceux qui prétendent parler à leur place. Et tertio, la plupart d'entre eux considèrent que ce qui a animé ceux qui ont commis ces crimes et pillages coloniaux, c'est une perception qui est erronée du réel et qui est également à la base de l'institutionnalisation du racisme dont les effets perdurent avec les ravages qu'on sait. Et l'enjeu majeur de cette conférence, ça va être la qualification en droit des crimes de l'esclavage et de la colonisation et les réparations. Ce qui ne concerne pas, c'est peut-être utile de le dire, ça ne concerne pas que les Noirs. Par exemple, je prends comme ça un sujet, mais il y en a beaucoup d'autres qui me viennent en tête. L'occupation de la Corée par le Japon et la mise en esclavage sexuel des femmes en Corée, que les bourreaux ont eu l'audace de dénommer femmes de confort. Vous voyez, femmes de confort, c'est un peu comme droit de cuissage pour le viol. Vous voyez, c'est du même ordre, quoi. Femmes de confort. Et en fait, c'est des centaines de milliers de vies et de familles brisées. Et ça, par exemple, c'est des types de sujets qui vont être mis à l'agenda international à Durban. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'il est impératif de comprendre, c'est que la colonisation, ce n'est pas uniquement une violence physique, et c'est surtout ça l'important, l'imposition d'un paradigme d'inégalité entre les êtres humains. Peu importe sur la base de quels critères, mais c'est ça l'essentiel. Et pour en revenir à l'Occident, puisque c'est là qu'ont été produits les codes noirs. Les codes noirs, la spécificité, c'est de rattacher un statut, celui de l'esclave, à une couleur d'épiderme. Mais l'idéologie d'institution de l'inégalité entre les humains, ce qui compte, ce qui est important de comprendre, c'est qu'elle a en Occident des racines profondes. Nous sommes obligés aujourd'hui de faire un sursaut pour dire stop.